Bonsoir, chers amis. Donc, on va voir la resynchronisation cardiaque base de programmation. Donc, j'espère que ça va être facile et simple. Donc, vous savez que l'histoire des resynchronisations a commencé dès 1994 et on a commencé par stimuler les quatre chambres, puis on est arrivé à ce triple chambre, la sonde VD-VG. Et donc, les indications étaient pour l'insuffisance cardiaque, puisqu'il y a une altération de la contraction et la resynchronisation entre les deux ventricules. Donc, l'objectif principal de cette stimulation biventriculaire est de resynchroniser les deux ventricules pour une meilleure contraction et activation mécanique. Donc, après avoir vu les techniques de cathétérisation du sinus coronaire et comment choisir la meilleure position de la sonde, donc en post-implantation, on va essayer de programmer notre device pour une meilleure réponse pour nos patients. Donc, comme vous voyez, avec les sondes quadripolaires, on a plusieurs vecteurs à- qu'on peut configurer et choisir le meilleur vecteur avec la plus petite, la charge la moins importante pour stimuler le VG. Donc, on a une multitude de vecteurs. Et puis, on doit commencer à la programmation. Donc, la programmation va commencer par optimiser les délais. Et le délai AV et le délai VV entre les deux ventricules sont les deux délais les plus importants dans notre pratique. Donc, la synchronisation biventriculaire donne un bénéfice clinique et un remodelage inverse avec réduction des volumes si le patient est un répondeur. Donc, ça va diminuer la morbimortalité. Donc, c'est important d'avoir une bonne réponse. Donc, le principe de la resynchronisation est de modifier la séquence d'activation d'un patient présentant un trouble de conduction électrique en réglant les délais d'activation entre la sonde auriculaire droite, la sonde ventriculaire droite et la sonde ventriculaire gauche. Les deux paramètres qu'on va programmer sont le délai AV qui va régler le délai d'activation entre l'oreillette droite et le ventricule droit avec une programmation indépendante d'un délai AV détecté à la suite d'une détection auriculaire spontanée, ce qu'on appelle le délai AV détecté, et d'un délai AV stimulé suite à une stimulation atriale, qui ne sont pas les mêmes. Et il est possible de programmer un délai AV adaptable avec réduction linéaire de la valeur du délai AV en parallèle à l'augmentation de la fréquence cardiaque. C'est une fonction à activer sur le programmateur. Le deuxième délai, le délai VV, c'est le délai entre la stimulation ventriculaire droite et la stimulation ventriculaire gauche qui va régler ce délai d'activation. Une activation simultanée, donc le délai VV est à 0 millisecondes, ou bien on peut programmer une activation droite avant le VG, ce qui n'est pas très logique puisqu'on a avec les patients qui ont un retard gauche, c'est un retard de l'activation de la paroi latérale gauche. Donc, la majorité du temps, on aura besoin d'une préactivation gauche, c'est-à-dire une stimulation du VG avant le VD. Et il n'est pas, mais ici, c'est pas possible de déprogrammer un délai VV de repos et un délai VV à l'effort comme pour le délai AV. Donc, ça a été démontré qu'il y a un bénéfice aigu apporté à l'optimisation du délai AV et du délai VV. L'optimisation de délai AV, comment ça se fait? Donc, pour les patients qui sont resynchronisés, un délai AV court permet une activation, une anticipation de l'onde E et une dissociation de l'onde E de l'onde A et un allongement du remplissage ventriculaire. Ce que nous avons besoin, nous, c'est que le ventricule, les ventricules soient stimulés directement par les stimulations ventriculaires que la resynchronisation va délivrer. Et donc, on doit anticiper l'activation spontanée. Donc, le délai AV va être court par rapport au délai AV
au segment PR normal du patient pour stimuler les ventricules avant qu'ils ne soient stimulés par les voies de conduction normales. Mais ça ne doit pas être programmé trop court car cela induit une amputation de lampe A et une fermeture mitrale prématurée. Il existe des variations interindividuelles importantes en termes de troubles de conduction intra-atriale et intraventriculaire, engendrant des différences en termes de délai AV optimal. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de personnaliser la programmation de ce délai pour chaque patient. Donc, il n'y a pas de recette magique. Et les délais AV détectés et stimulés sont programmables indépendamment et doivent être également optimisés indépendamment. Une des limites de l'optimisation du délai AV est qu'elle est plus souvent réalisée au repos. Mais vous savez tous que le patient, dans sa vie quotidienne, il fournit un effort. Donc, c'est différent par rapport au délai, les délais AV à l'effort est différent par rapport au délai AV au repos. Donc, parfois, on est obligé à programmer ce délai et le raccourcir quand on va augmenter la fréquence cardiaque. Chez certains patients, le délai AV optimal à l'effort est plus long qu'au repos et chez d'autres, il est plus court. Donc, la programmation systématique de l'algorithme de raccourcissement automatique sur le programmateur permet d'assurer une capture complète à l'effort, mais n'est pas forcément associée avec un bénéfice hémodynamique. Donc, le délai AV optimal permet une contribution maximale de la contraction atriale gauche au remplissage ventriculaire gauche, un temps de remplissage lent, un débit cardiaque maximal et l'absence de fuite mitrale diastolique. Donc, si le délai AV est programmé trop long, la contraction atriale va être trop tôt en diastole, limitant ainsi la contribution atriale au remplissage du ventricule. Donc, le débit cardiaque va être amputé. Et on aura une contraction atriale qui est superposée à la phase diastolique initiale. Et là, à l'échographie, on va voir une fusion entre l'onde E et l'onde A et un temps de remplissage court avec persistance d'une fuite mitrale diastolique. C'est ce qu'on doit corriger si on va programmer le délai AV par l'échographie. Si le délai AV est programmé, il est maintenant trop court. La contraction ventriculaire va venir très tôt et va fermer la valve mitrale prématurément et interrompre ainsi le remplissage actif et limiter la contribution de l'oreillette dans le remplissage ventriculaire. Et à l'échographie, on va voir une onde E précoce, un temps de remplissage lent avec des ondes E et A séparées, avec une onde A tronquée. La baisse de la pression télédiastolique et la baisse de la précharge entraînent une baisse de dP sur dt maximal et ainsi du débit cardiaque. Donc, certains éléments doivent être connus avant de débattre cette optimisation. Les patients en bloc auriculoventriculaire de haut grade avec un espace PR très allongé, les variations de délai AV n'auront pas d'effet direct sur le degré de capture et de fusion ventriculaire. Par contre, chez les patients avec une conduction auriculoventriculaire préservée, l'allongement du délai AV va entraîner une fusion progressive avec l'activation spontanée et donc va diminuer la capture qu'on cherche. D'où il faut régler sous contrôle le délai AV sous contrôle électrocardiographique. On a donc chez les patients euh, le réglage de délai AV modifie ainsi le délai entre la systole atriale et la systole ventriculaire, mais interfère également directement avec la séquence d'activation ventriculaire avec le degré de fusion ventriculaire. Et le délai AV est souvent systématiquement programmé court, entre 90 et 120 millisecondes, le délai AV détecté pour une oreillette détectée, et entre 130 et 150 pour une oreillette stimulée. Et là, on essaie de choisir, par exemple, on programme les patients avec un délai à 100, 130 et on voit la réponse. Si le patient à l'écho
il a les ondes E et A fusionnées, on doit modifier nos délais. Si c'est bien, on laisse comme ça. Pour le délai VV, vous savez tous que lorsque le QRS est large, nous avons surtout en cas de blanc de branche gauche, nous avons un retard de la contraction de la paroi latérale gauche par rapport à la contraction septale. Et d'où l'intérêt de d'où l'intérêt de la synchronisation entre les deux parois. Donc, régler un délai VV résulte en une stimulation biventriculaire séquentielle à impact direct sur la séquence d'activation ventriculaire et ça va réduire cet asynchronisme entre les deux ventricules. Théoriquement, c'est très intéressant, mais parfois, c'est pas facile de le faire. Donc, si l'optimisation du délai VV a un bénéfice hémodynamique en phase aiguë, est-ce que ça a un bénéfice à long terme? Ça, ça a été débattu et peu confirmé par les études. Mais pour le réglage et l'optimisation du délai VV, je pense que ça influe sur le remodelage et ce réglage doit être répété dans le temps en fonction de l'évolution des conditions de charge de notre patient et de sa réponse par rapport à la resynchronisation. Par exemple, au début, on peut programmer un délai VV avec un VG avant le VD par 20, 10 ou 20 millisecondes. Et si le patient s'améliore et améliore 10 minutes, c'est-à-dire le volume de son VG, on peut synchroniser le VG et le VD et la stimulation sera simultanée. Donc, ceci peut être aussi programmé par l'écho. Est-ce on peut aussi stimuler uniquement le VG ou donner une stimulation biventriculaire? Aucune étude n'a démontré une supériorité de la stimulation biventriculaire à la stimulation ventriculaire gauche. Au contraire, il y a le bénéfice, il est aussi important d'une stimulation ventriculaire gauche seule que la stimulation biventriculaire. Et ceci sur les paramètres cliniques que échographiques. Mais le bénéfice de la resynchronisation en termes de morbimortalité, le bénéfice a été démontré dans des études qui ont été réalisées avec une stimulation biventriculaire. Donc, c'est pour ça qu'on privilégie souvent la stimulation biventriculaire. Et nous, pour objectif, quand on va implanter notre patient et on va voir le CG en post-implantation, on va regarder en premier lieu l'affinement de notre QRS. Si on a affiné le QRS, donc on doit choisir le vecteur de stimulation du VG qui va affiner le plus le QRS. Si on a affiné notre QRS, on va regarder la forme du QRS dans les deux dérivations D1 et V1. Si D1 commence par un Q, donc nous avons une activation qui commence par la gauche. Donc nous avons ce retard gauche, on l'a annulé par une stimulation de la paroi latérale gauche, donc c'est bien. Puis, l'idéal, c'est d'avoir un R initial en V1. Et là, nous aurons un résultat optimal électrocardiographiquement, je parle. Qu'on peut laisser le patient avec cette programmation jusqu'à ce qu'on contrôle échographiquement l'évolution au bout de 3 mois, par exemple, et voir si on est bien, si le patient s'améliore cliniquement, c'est bien, on garde la même programmation. Sinon, on va essayer d'optimiser sous écho et à l'effort. Les autres paramètres de base, donc qu'on va programmer, on va programmer la fréquence minimale et le mode de stimulation. Donc, le réglage de la fréquence de base, euh, ça va impacter le pourcentage de stimulation atriale. Et l'oreillette gauche est la seule cavité non stimulable par cette technique.
mais elle a juste la précharge du ventricule gauche défaillant. Donc, il semble que le temps d'activation atriale gauche soit supérieur chez la majorité des patients lors d'une stimulation atriale, alors qu'une détection auriculaire, ce qui induit un temps de remplissage raccourci. Donc, il vaut mieux que le patient soit en rythme spontané. Donc, chez les patients sans dysfonction sinusale, la fréquence de base doit être réglée de façon à réduire au maximum le pourcentage de stimulation atriale. Donc, on peut se contenter du mode VDD, donc où juste il écoute l'oreillette, ou bien le mode DDD avec une fréquence très basse aux alentours de 45-50. Si le patient a une dysfonction sinusale au repos, donc on doit programmer le mode DDD avec un asservissement s'il est insuffisant chronotrope. Le mode VDD doit être évité. Donc, il ne faut pas donner une fréquence d'asservissement très importante. Donc, une fréquence cardiaque euh, minimale, optimale pour tous les patients, c'est aux alentours de 60 battements par minute. C'est la meilleure en termes de débit cardiaque. On a et une fréquence cardiaque de repos supérieure à 70 battements par minute et à éviter. Donc, chez les patients qui présentent plusieurs extrasystoles ventriculaires ou des épisodes de TV lente, une augmentation de la fréquence minimale peut permettre de réduire la survenue de ces arythmies et augmenter le pourcentage de stimulation ventriculaire. Une portion pour la fréquence maximale synchrone, c'est-à-dire la fréquence jusqu'à laquelle le PACE peut suivre les oreillettes spontanées du patient. Donc, si les patients resynchronisés présentent un rythme sinusal, une conduction auriculoventriculaire normale et une fonction chronotrope normale, donc la fréquence maximale synchrone doit être programmée supérieure à la fréquence sinusale maximale obtenue à l'effort de façon à maintenir une stimulation biventriculaire permettant d'éviter les phénomènes de Wenckebach ou de pseudo-Wenckebach à l'effort. Donc, c'est-à-dire, le patient, si à son effort maximal, il atteint les 120, on va programmer la fréquence maximale synchrone à 130 pour que la stimulation biventriculaire reste efficace à l'effort, même à l'effort maximal. Donc, euh, il n'y a pas donc de risque à monter les valeurs de fréquence cardiaque maximale. Il ne faut pas hésiter à augmenter cette fréquence jusqu'à 140-150, surtout si une épreuve d'effort documente la perte de capture à l'effort. Pour l'asservissement de fréquence, normalement, l'insuffisance chronotrope intrinsèque est induite par les bêta-bloquants et fréquente chez ces patients, mais un asservissement de fréquence à l'effort permet dans ce cadre un bénéfice clair en termes de capacité à l'effort et de qualité de vie. Le mode DDDR est donc fortement conseillé chez les patients ne dépassant pas 70% de la fréquence cardiaque maximale théorique. Donc, il ne faut pas asservir beaucoup le patient. Pour les patients qui ont une accélération sinusale normale, l'asservissement ne doit pas être programmé, car ça va entraîner une stimulation atriale et ça peut interférer avec euh, l'accélération physiologique et induire une consommation euh, accrue et peut même être délétère sur le plan hémodynamique. Pour le repli, le risque de fibrillation est très élevé chez ces patients. Donc, le repli doit être programmé de façon systématique quand le patient est en fibrillation auriculaire, une fréquence minimale légèrement augmentée aux alentours de 70 par minute avec un asservissement peut permettre d'accroître le pourcentage de stimulation biventriculaire. Il faut aussi prévenir l'écoute croisée ventriculo-atriale et car elle peut altérer la qualité de la discrimination des arythmies, mais également entraîner un repli inapproprié, une perte de la stimulation biventriculaire.
L'aspect typique de cette écoute croisée consiste à une alternance entre deux morphologies et deux cycles atriaux, cycle court, cycle lent. Pour éviter cette écoute croisée, il est possible de réduire la sensibilité atriale mais au risque de sous-détecter un épisode de fibrillation auriculaire. Je vous présente quelques cas cliniques qu'on a fait au service et qu'on a programmés souvent sous sous ECG, après l'implantation. Généralement, on met un délai AV détecté à 100 et délai AV stimulé à 130. Et généralement, je vois si j'affine bien mon QRS en stimulation biventriculaire simultanée ou bien je fais VG avant VD de 20 et de 10 millisecondes et je vois quel est le QRS le plus fin. Et si j'ai la même finesse des QRS, je vois quelle configuration me donne un aspect Q en D1 et R en V1. Donc ça, c'est une patiente qui a une CMD non ischémique, dysfonction VG, ce QRS qui est en bloc gauche très large. Donc, pardon, on a optimisé son traitement médical, 2 hospitalisations pour une décompensation. Donc, on a implanté un CRTD et vous voyez l'affinement du QRS, l'aspect ici QS en D1 et le petit r en V1. Et cliniquement, la patiente va très bien. Elle n'a pas été réhospitalisée et je pense qu'elle a amélioré, elle est aux alentours de 45 de FE. Pour cette deuxième patiente, 60 ans, CMD non ischémique aussi, QRS très large, rythme sinusal. On a mis le défibrillateur et là, j'ai pas l'aspect QS, mais j'ai obtenu un affinement très important des QRS et avec cette programmation, la patiente a restitué ad integrum son VG, donc elle a une FE quasi normale, elle est aux alentours de 60-65. Cliniquement, elle va très bien. Vous voyez, si on met bien notre sonde et on choisit le meilleur vecteur, on peut affiner nos QRS d'une façon spectaculaire. Un autre patient, 71 ans, c'est un patient qui se présente pour une TV, une cardiopathie valvulaire. Après réduction de la TV, nous avons cette ECG avec des QRS très larges, un bloc de branche gauche, un rythme sinusal. Donc, on décide de mettre un défibrillateur, un CRTD. Et là, on affine le QRS avec l'aspect recherché, Q en D1 et R en V1. Le patient s'est stabilisé cliniquement. Après une chirurgie valvulaire, il a amélioré sa fonction VG. Une autre patiente ici de 42 ans, elle s'est présentée pour un orage rythmique en rapport avec une non-compaction du VG. Et là, c'est ces QRS qui sont très larges. C'est un aspect de bloc de branche gauche indéterminé, pas typique. Mais avec la resynchronisation, on a cet affinement du QRS, l'aspect Q en D1 et R en V1. Donc, en take-home message, il faut viser le QRS le plus fin, un Q en D1, R en V1. Et puis, si le patient ne répond pas, il faut essayer de le programmer en échocardiographie, faire une épreuve d'effort, voir pourquoi il y a cette perte de capture parfois qui diminue la réponse clinique et électrique. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Amna. J'espère que c'est clair. Yeah, très clair. Very clear.
Est-ce qu'il y a des questions? On n'est pas beaucoup de audience. francophones. Bien. Donc, merci pour vos... Merci beaucoup. Et c'est la fin de notre D'accord. émission de la cour Advanced Pacing. Merci beaucoup à tous. Merci Chérif, merci Amna. Et Avec plaisir. avec plaisir. OK, bye bye. Ramadan Saïd. رمضان كريم. Ramadan Kareem. رمضان كريم يلا اللهم تقبل. السلام Allez, عليكم. salam.